Près de 2 milliards de francs CFA de la Wallonie pour soutenir la réalisation du train express régional. Annonce de son ministre-président qui a été reçu respectivement par le Premier ministre et le Président de la République. L'hôte du Sénégal a également réaffirmé l'engagement de la Wallonie à intensifier son appui au plan Sénégal émergent. La gestion du pétrole et du gaz ainsi que d'autres questions d'actualité passées au crible à l'Assemblée nationale. Le traditionnel face-à-face entre gouvernement et députés a permis d'apporter des précisions sur plusieurs interrogations. Parmi les secteurs d'investissement des femmes, il y a le préscolaire. Dans ce milieu, l'épanouissement des tout-petits prime sur la recherche de gains. Cependant, les difficultés ne manquent pas dans ce secteur confronté au manque de ressources humaines. Nous en parlerons dans la série Quinzaine de la femme. 2,6 milliards de francs CFA par jour. Voilà l'estimation des fonds injectés par les Sénégalais de la diaspora. Comment investir cette manne financière dans des secteurs productifs? C'est le défi des autorités. La rubrique économie pose le débat. Voilà, mesdames, messieurs, merci d'être au rendez-vous donc de ce journal. Je le disais en titre, le chef de l'État a reçu ce matin le ministre-président de la Wallonie. Paul Magnette a dit son l'intérêt donc de son gouvernement d'accompagner les projets du PSE, notamment dans les domaines du chemin de fer, de l'énergie, des aéroports, entre autres. Paul Magnette est au micro de Oumar Nying à sa sortie d'audience. C'est une réunion extrêmement intéressante à la fois pour faire le point sur notre coopération bilatérale qui a presque 20 ans et qui est très active dans des secteurs variés comme le soutien à l'entrepreneuriat, la formation professionnelle, mais aussi sur des projets de développement économique. Le Sénégal est un pays en pleine expansion, en pleine émergence, avec des très grands projets et nous avons des entreprises en Wallonie qui sont très intéressées à venir investir ici dans des secteurs où nous avons un savoir-faire depuis très longtemps comme le secteur ferroviaire par exemple, le secteur aéroportuaire, le domaine des énergies, le domaine des biotechnologies. Et donc c'est une manière pour nous d'ouvrir les portes réciproques et d'approfondir ces collaborations. C'est vraiment un partenariat qui est gagnant pour les deux parties puisque c'est une manière pour nous d'apporter des technologies que nous connaissons bien pour contribuer au développement du Sénégal. Mais c'est évidemment tout profit également pour les entreprises de notre région de pouvoir s'impliquer ici davantage. Une ambiance extrêmement cordiale et très chaleureuse, bien dans la tradition sénégalaise de la teranga et de cette amitié entre la Wallonie et le Sénégal qui est déjà très ancienne et qui continue de s'approfondir. Environ 2 milliards de francs CFA donc de la Wallonie pour accompagner le projet Train Express régional. Son ministre-président l'a annoncé au cours d'une séance de travail avec le Premier ministre Mohamed Dionne. Le plan Sénégal émergent et d'autres questions de développement ont été aussi à l'ordre du jour de la rencontre. Fanta Badji compte rendu. Mohamed Dionne, Premier ministre, recevant le ministre-président de la Wallonie, Paul Magnette. Puis entretien en tête-à-tête avant la séance de travail. La délégation wallonne avec quelques membres du gouvernement pour explorer de nouvelles opportunités de partenariat. Pour construire des relations mutuellement bénéfiques, c'est-à-dire qui permettent le développement du pays, qui permettent également la création et la captation de la valeur ajoutée et le confort des populations locales notamment. Le Premier ministre a au cours des discussions rappelé la nature de la coopération bilatérale et évoqué la contribution de la Wallonie dans les grands projets du chef de l'État. Il convient de citer l'exemple de la joint venture entre des investisseurs sénégalais et wallons à travers Trabesen SA, qui a mobilisé plus de 3 millions d'euros pour la mise en place d'une usine ici à Dakar, au Sénégal, de fabrication de traverses en béton en appui au projet du train express régional. Le gouvernement wallon compte intensifier son appui pour le Sénégal dans plusieurs autres secteurs. On peut citer les biotechnologies, la santé, le développement des énergies renouvelables, entre autres secteurs de développement économique du pays. Le gouvernement wallon a, conformément à la réunion de la commission mixte permanente tenue à Dakar du 8 au 10 février 2017, le gouvernement a accepté de continuer d'appuyer les projets du Sénégal, notamment en intensifiant les investissements et la coopération. Après des échanges fructueux, le Premier ministre a offert à son hôte des souvenirs du Sénégal pour témoigner des relations fortes qui unissent la Wallonie et le Sénégal. La visite du ministre-président vient ainsi renforcer un partenariat déjà fécond.
Comme vous le savez, l'actualité a été dominée aujourd'hui par le face-à-face entre gouvernement et parlementaires, donc à l'Assemblée nationale, où nous allons retrouver tout de suite cher Bamba Gueye pour nous dérouler les temps forts de cette journée. Bonsoir cher Bamba Gueye. Bonsoir Oumou Baldé, bonsoir chers amis téléspectateurs. Donc bienvenue ici à l'Assemblée nationale. Oumou Baldé, vous l'avez dit, donc la traditionnelle séance de questions d'actualité vient de s'achever tout à l'heure ici à l'Assemblée nationale et à l'hémicycle. Le Premier ministre et son gouvernement qui faisaient face donc à la représentation nationale ici à l'Assemblée nationale. Il y a eu 14 questions qui ont été donc posées par le Premier ministre et son gouvernement. Pour vous résumer ça de façon succincte, le président de l'Assemblée questions donc, notamment la première question qui était revenue, c'est la question du pétrole et du gaz, la découverte de pétrole et du gaz qui a été donc posée. Là, le Premier ministre a appelé à la raison, donc le Premier ministre Mahamat John qui a apporté des éclairages et des clarifications bien précises sur cette question du pétrole et du gaz en s'appuyant sur le code pétrolier qui a été même voté ici à l'Assemblée nationale en 1998 donc par les députés. Le Premier ministre de clore ce chapitre du pétrole pour dire que le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, en tout cas, a pris toutes les dispositions et a pris en compte tous les intérêts du peuple sénégalais en ce qui concerne cette question du pétrole et du gaz. Ensuite, sur l'agriculture, avec la question de l'insécurité alimentaire, le ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural également a été très clair sur cette question de l'insécurité alimentaire pour dire que le gouvernement, en tout cas, est en train de prendre toutes les dispositions dans le monde rural. Et sur la polémique d'une supposée existence du riz en plastique ici au Sénégal et à Dakar notamment, vous n'êtes pas sans savoir que la polémique n'a cessé en tout cas d'enfler sur cette supposée existence du riz en plastique. Le ministre du Commerce qui a en charge ce dossier a été clair et net. Il n'y a pas de riz en plastique au Sénégal et il a été complété par le ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural qui dit qu'on ne peut pas produire du riz en plastique, on ne peut pas fabriquer du riz en plastique puisque le riz, ça se produit notamment, donc il n'est pas question d'avoir du riz en plastique, une question qui est close maintenant et qui est dépassée, donc on ne parlera plus donc d'existence de riz plastique ici au Sénégal. Sur le fichier électoral, donc une question qui a été posée par le député Abdou Mbow, également le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo, a donné donc des éclairages pour dire qu'on a dépassé l'objectif des 4 millions donc d'inscrits du fichier électoral. On est actuellement à 6 millions de personnes enrôlées pour ce nouveau fichier électoral. Et également, les cartes électeurs sont disponibles et ces cartes d'électeurs pourront être retirées jusqu'à la veille des élections, c'est-à-dire le 29 juillet 2017. Et les 550 commissions électorales qui ont été mises en place sont doublées pour dire qu'il n'y aura pas de problème de retrait des cartes d'électeurs et que l'objectif des 4 millions a été dépassé. On est maintenant à 6 millions d'inscrits, de personnes enrôlées. Et terminer la phase contentieuse, donc le fichier sera définitif sur le code de la presse. Le ministre a donné des assurances quant à sa prochaine adoption par les députés. Également, le député Aïda Mbodj qui est revenu sur, en tout cas, la situation des ex-travailleurs de Air Afrique. Le Premier ministre a été interpellé là-dessus. Le Premier ministre Mahamat John a été clair également sur cette question des ex-agents de Air Afrique pour dire que les 560 Sénégalais qui travaillaient ici à la plateforme aéroportuaire de Dakar, leurs dossiers ont été réglés. Ceux qui ne sont pas réglés, ce sont les Sénégalais qui travaillaient dans la plateforme aéroportuaire d'Abidjan et qui sont au nombre de 260. C'est au gouvernement d'ivoirien donc de régler cette question des Sénégalais. Mais tout compte fait, le gouvernement en tout cas ne va pas les laisser, donc ces Sénégalais qui étaient des ex-travailleurs de Air Afrique. Maintenant, je suis en compagnie du secrétaire général du gouvernement, le ministre Abdoulatif Coulibaly. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, cher. Voilà, merci d'accepter notre invitation sur ce plateau. Voilà, donc c'est l'avant-dernière séance, on peut dire, donc de questions d'actualité ici à l'Assemblée nationale. Comment vous avez vécu cela pendant de longs mois, donc cette séance de questions d'actualité, et quel est le bilan que vous tirez? Écoutez, cher, c'est un bel exercice démocratique que nous avons engagé, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement, depuis à peu près 6 mois, quasiment. Et vous savez qu'à chaque fin du mois ou bien au milieu du mois, le Premier ministre et l'équipe gouvernementale se présentent devant la représentation nationale en vue d'évoquer des questions d'actualité qui préoccupent les Sénégalais et également préoccupent l'opposition démocratique. Dans une démocratie, il y a toujours des repères, des moments d'intenses débats et de discussions
qui établissent le fait et de façon irrévocable que le débat contradictoire, la contradiction porteuse de progrès est la sève nourricière de la démocratie. Et que par conséquent, je l'ai vécu comme un démocrate, je l'ai vécu également comme étant un membre du gouvernement et fier de ce que les ministres et le Premier ministre répondent de façon claire et précise par rapport aux préoccupations des Sénégalais, exprimées à la fois par l'opposition et la majorité. Et bravo pour notre système démocratique. Cela prouve simplement que notre système démocratique n'est pas bloqué et qu'il discute, et que le système discute entre lui-même et ses acteurs principalement. Et c'est une chose formidable, c'est le progrès de la démocratie, il faut s'en féliciter. On a noté le caractère démocratique dans lequel cet exercice s'est déroulé ici à l'Assemblée nationale avec les groupes parlementaires, Benno Bokk Yakaar, les libéraux démocrates, les non-inscrits, tout a été fait de manière démocratique. Tout à fait. Depuis le début de ces séances, on a toujours noté l'esprit démocratique avec l'élégance et la courtoisie avec lesquelles les ministres répondent, mais également l'élégance et la courtoisie avec lesquelles les représentants de la nation posent les questions au gouvernement, étant entendu qu'ils exercent le rôle de contrôle de l'action gouvernementale, et bravo, c'est ça un système démocratique, c'est d'abord à l'Assemblée nationale, c'est l'expression des députés, donc l'expression du peuple, fantastique. Mais cependant, il peut y arriver qu'il y ait quelques incidents, c'est normal, comme la fois dernière, aujourd'hui il n'y en a pas eu, on s'en félicite. Les députés de l'opposition ont été là dignement, ils ont représenté l'opposition et le peuple sénégalais, on s'en félicite également. Et bravo, j'ai dit de mon point de vue. Et ça, c'est à perpétuer également pour les prochaines législatures. Absolument, absolument. Je pense qu'on est à la fin de cette législature, mais je pense qu'il est important de marquer un temps d'arrêt et de relever quelques éléments fondamentaux qui sont apparus dans le discours du Premier ministre, mais dans ses réponses aux députés. Et de ce point de vue, il y a deux questions majeures qui m'interpellent personnellement, mais également qui interpellent l'ensemble des Sénégalais. Cela concerne, premièrement, la crédibilité du Sénégal sur le marché financier international qui obéit à des critères et répond également à des préoccupations et des exigences qui ne sont pas toujours à la portée des pays en voie de développement. Il faut noter d'abord que c'est la représentation nationale qui avait autorisé le gouvernement du Sénégal à aller emprunter sur le marché financier international un eurobond d'un montant total d'1 milliard de dollars, traduit en termes CFA 600 milliards. C'est quand même important. Et qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que le gouvernement est allé de façon intempestive sur le marché financier international. Au contraire, c'est le budget en cours d'exécution qui l'a autorisé. Mais ce n'est pas ça qui est le plus remarquable. Le plus remarquable, c'est qu'un État en voie de développement se permette sur le marché financier international, en cours de déroulement de son opération d'emprunt sur le marché financier, se permettre de baisser le taux auquel il devait emprunter. Et le président fait patienter les experts et les ministres des Finances, venez à 6,5%. Ça prouve quoi? C'est la crédibilité de notre économie de ce point de vue-là et la solidité des fondamentaux sur lesquels repose le travail qui a été fait pour aller sur le marché international. Et il faut s'en féliciter. Deuxièmement, car il n'est pas donné à tous les pays en voie de développement d'avoir des cotations aussi remarquables sur le plan international. De ce point de vue, la note du Sénégal a été ajustée, mais à la hausse. Et ça, c'est également important. Deuxième élément qui m'a frappé dans le discours du Premier ministre, relayé également par les ministres, c'est la problématique du pétrole, l'exploration et de l'exploitation. De ce point de vue-là, ce qu'il a expliqué aujourd'hui mérite un débat profond. Et qu'on quitte le chantier des débats plus ou moins, je ne veux pas dire puériles, mais qui n'ont pas, et trop passionnés, qui n'ont pas d'instance majeure sur l'avenir de ce pays-là. En quoi faisant? D'abord, il explique aux Sénégalais de façon très simple quel est le mal qui a frappé tous les pays producteurs de pétrole sur notre continent et qu'il faut absolument éviter au Sénégal. C'est l'extraversion de l'économie qui devrait profiter du pétrole comme étant un adjuvant principal dans le développement économique et social, mais qui, en définitive, se transforme en une tare et un handicap majeur. Ça a pénalisé beaucoup de pays parce que c'est un produit unique qui alimente un budget et dès que le produit a des difficultés sur le plan international, le budget national s'en ressent totalement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bâtir une infrastructure du pétrole et du gaz qui fait que notre pétrole ne sera pas un produit extraverti par rapport aux besoins du Sénégal, mais un besoin principal de levier de l'économie nationale. Et c'est ça que le président de la République aujourd'hui propose à travers la définition d'une stratégie globale du pétrole, et c'est ça qu'il faut retenir. Et en plus, des instructions ont été données dans ce sens, de façon très claire. Mais surtout l'enseignement qu'il faut tirer de ça, par rapport à tout ce que le Premier ministre a dit, c'est qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat dans le débat aujourd'hui qui est engagé. D'abord, parce que le pétrole comme le gaz, ils sont en stade d'exploration. L'exploration, je précise. Dans l'exploration, il n'est pas possible
pour le gouvernement, compte tenu de notre propre loi, du cadre légal dans lequel nous sommes, de prélever un quelconque centime aux investisseurs qui investissent dans l'exploration. Parce que durant les phases d'exploration et de développement du pétrole, il est exclu que l'État puisse percevoir d'une fiscalité quelle qu'elle soit. Quelle que soit la transaction opérée. C'est le code pétrolier. C'est le code pétrolier. Mais le code pétrolier, c'est quasiment la même chose dans tous les pays, même dans les pays développés qui exploitent du pétrole. C'est à moins qu'ils aient leur propre moyen d'exploiter le pétrole. Ce qui est rare d'ailleurs. Voilà. Donc, il y a deux éléments majeurs de ce point de vue qu'il faut retenir et qui devraient permettre un débat serein, mais un débat riche dans la perspective de mettre en place une structure économique où le pétrole ne sera plus une malédiction, mais plutôt une extraordinaire chance pour notre pays. Il y a le post-pétrogaz. Évidemment, avec des responsables qui connaissent de quoi ils parlent et qui vont proposer. Et puis, il faut bien apprendre des leçons de ce qui s'est passé ailleurs. Nous avons la chance de découvrir le pétrole 57 ans après notre indépendance et 57 ans probablement après les découvertes qui ont été faites en Afrique. Si on n'apprend pas l'expérience des autres, c'est pas la peine. Et le premier, ça a donné l'expérience de la Mauritanie qui a signé des accords avec Total, 3e accord. Peut-être même, il faut entendre. Le pétrole est un produit stratégique. Et par conséquent, il faut avoir une intelligence et faire preuve de doigté dans la façon de distribuer les licences et donner les blocs. Autant vous diversifiez, autant vous créez les conditions d'une stabilité politique et économique de votre pays. Aujourd'hui, il faut dire que les Américains sont là, par Cosmos, Kale, les Anglais sont là, British Petroleum, les Russes sont en voie de l'être, Gazprom, même les Chinois sont là. Et ça, il faut le dire, il faut le répéter. Par conséquent, peut-être on est recolonisé ou colonisé par la France ou par tout le monde. Ça veut dire qu'on n'est pas colonisé. Parce que la colonisation, c'est une puissance qui l'exerce. Et dans le cas d'espèce, tous les grandes compagnies qui exportent le pétrole et l'exportent sont en train d'arriver chez nous. Gazprom, c'est l'une des premières en Russie. BP, c'est l'une des premières avec ExxonMobil. Ça, c'est les plus grands. Le souhait du Sénégal a été de les avoir chez nous. Ils sont là, soyez au calme. Faites confiance au gouvernement. Il négociera les meilleures conditions d'exploitation de ce patrimoine qui n'appartient pas à ce gouvernement, non plus aux Sénégalais qui sont là aujourd'hui et vivants, mais à tous les Sénégalais qui vivront dans les 100 ans ou 200 ans à venir. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Abdou Latif Coulibaly. Merci à ministre, donc merci d'avoir été sur ce plateau. Ministre secrétaire général du gouvernement, c'était Abdou Latif Coulibaly à l'instant même. Voilà, Oumou Baldé, ce qu'on peut retenir donc ce soir ici à l'Assemblée nationale, ce qui s'est passé, les temps forts et bien entendu avec le ministre Abdou Latif Coulibaly qui était revenu sur tout ça. Voilà, Oumou Baldé, merci et c'est à vous. C'est à vous. Voilà, merci à vous, cher Bambagé. Merci également à votre invité, monsieur Abdou Latif Coulibaly, secrétaire général donc du gouvernement. Nous reviendrons sur le résumé de ce face-à-face entre gouvernement et Assemblée, et les députés de l'Assemblée nationale, bien sûr, mais également sur des réactions avant la fin de ce journal. Mais avant le face-à-face, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a présidé la cérémonie de sortie des ouvrages de Khalifa El Hadj Mohamed Niass, Réplique et délivrance, 2 livres qui reviennent sur le soufisme et qui sont désormais traduits en français. C'est le compte-rendu de Seydina Alunfal. Plusieurs personnalités ont répondu à l'invitation. Membres du gouvernement, corps diplomatique, chefs religieux, ils ont tous assisté à cette cérémonie de sortie des ouvrages de Khalifa El Hadj Mohamed Niass, poète et homme de lettres. 2 de ces ouvrages ont été traduits par son fils Sidi Lamine Niass. Réplique et délivrance, 2 livres qui sont maintenant disponibles en français. C'est un travail important qu'on a voulu partager et mettre à la disposition du grand public. J'ai traduit ces 2 ouvrages en français. Ces œuvres méritent une place dans les programmes scolaires. Lire en français, Munko sentir. Le Sénégal qui s'honore d'exposer à la face du monde les œuvres d'un de ses plus dignes fils, Khalifa El Hadj Mohamed Niass. C'est un moment d'autant plus important pour nous autres Sénégalais, en ce qu'il nous rappelle que les nations ne se distinguent que par les savoirs et les compétences de vie.
Initiateur de la cérémonie, Sidi Lamine Niasse a remercié l'État du Sénégal qui, par le biais du président de la République, a entièrement pris en charge l'organisation de cette cérémonie. Réplique et délivrance des œuvres qui revisitent le concept de soufisme, un soufisme qui doit être une réponse à l'extrémisme. Au-delà du contenu des œuvres de votre illustre père, qui nous sont restituées comme pour nous exhorter à prendre conscience de notre patrimoine soufi, il y a dans cette cérémonie un symbolisme plein de signification qui se reflète dans son parrainage. Comme vous le savez, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall avait lui-même choisi comme thème du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité, réponse doctrinale de l'islam face au radicalisme. Fin de citation. Ce faisant, il avait interpellé les intellectuels musulmans et surtout l'intelligentsia musulmane sénégalaise à puiser dans les ressources de notre patrimoine soufi pour apporter des réponses idoines aux errements théologiques et doctrinaux. Le serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman ibn Abdel Aziz et Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, Khalife général des Mourides, sont les parrains qui ont été désignés pour cette cérémonie. Au chapitre éducation religieuse, le Dara de Koki se dote de nouvelles infrastructures. Il s'agit de 2 pavillons d'hébergement pour garçons et filles. Ces bâtisses construites par le gouvernement à hauteur de 139 millions de francs CFA entrent dans la politique de modernisation des Dara. Les ouvrages ont été inaugurés par le ministre de l'Éducation nationale. Compte rendu Pape Kolingom. Coupure de ruban, prix dévoilement de l'enseigne. Un pavillon tout neuf pour servir de dortoir aux pensionnaires des Dara de Koki. Un joyau d'une capacité d'accueil de 26 chambres. À Koki, Serigne Baïtiam a aussi visité le chantier de la résidence des jeunes filles. Même conception architecturale. Les 2 réalisations ont coûté la somme de 139 millions de francs CFA. C'est un pavillon composé donc de 16 chambres avec des toilettes de part et d'autre, donc 8 box de chaque côté, donc avec un bureau du directeur et une salle de surveillant. Autre lieu, visiter l'Institut Ahmed Sarelo de Koki. Il accueille près de 4000 apprenants ayant déjà mémorisé le Saint-Coran. Ici, à côté du programme arabe, on enseigne aussi l'anglais, le français et l'informatique. L'Institut islamique de Koki, en mon nom et au nom de tous mes condisciples, vous souhaite la bienvenue, ainsi que la délégation qui vous accompagne. L'objet de votre visite est certes la remise des clés des dortoirs construits par l'État sénégalais, mais elle est aussi pour nous une opportunité de vous exprimer, à vous et au gouvernement sénégalais, nos très vifs remerciements, de formuler nos prières ferventes en votre endroit et de témoigner de toute notre reconnaissance pour ce beau geste. Après la visite des différentes sections du Dara, parents d'élèves, autorités religieuses, enseignants, élèves et élus locaux ont salué les nombreux efforts de l'État. Plusieurs doléances ont été cependant formulées pour une meilleure prise en charge de l'éducation à Koki. En tant que maire, je vais passer de petites doléances pour la commune de Koki, surtout au niveau de nos lycées et de nos collèges. On a déjà délibéré pour un terrain qui va abriter le lycée. On attend que la construction de ce lycée-là pour permettre maintenant à nos élèves vraiment d'être dans de bonnes conditions de travail et de réussite. La cérémonie d'inauguration des pavillons d'hébergement, filles et garçons des apprenants du Dara de Koki, réalisée sur les instructions du chef de l'État, le président Macky Sall, me donne une nouvelle occasion de rencontrer la communauté éducative et religieuse du sous-secteur des Dara, acteur clé de l'émergence. Je voudrais ainsi féliciter les responsables de cet auguste complexe islamique pour le travail remarquable accompli dans le cadre de la promotion de l'enseignement arabo-islamique et d'une éducation de qualité pour tous les enfants du Sénégal. Le Dara de Koki a été créé en 1939. Plusieurs sommités de l'État dans différentes sphères ont fait leur humanité dans ce foyer religieux. À côté des efforts de l'État,
Plusieurs personnalités continuent à soutenir le Dara. Comme promis, nous retournons à l'Assemblée nationale pour donc le résumé du face-à-face entre gouvernement et députés. Cet après-midi, il y a quelques instants, donc le face-à-face a eu lieu donc à l'Assemblée nationale où toutes les questions d'actualité ont été passées en revue. La synthèse de Lamine Touré. Un exercice démocratique d'information et de sensibilisation sur la marche du pays. Le Premier ministre, dans question d'actualité, a été interpellé sur plusieurs préoccupations d'intérêt général. Le pétrole au devant de ce dialogue. La députée Ndeffatou Diouf de s'interroger sur les retombées de la ressource pour le Sénégal. En se référant sur le code pétrolier, Mohamed Boun Abdallah Dionne a apporté des précisions, notamment en ce qui concerne l'élargissement fiscal des entreprises attributaires des marchés dans la phase d'exploration et le partage de la production équivalent à 50% pour notre pays. Le Premier ministre de rassurer aux parlementaires de la bonne tenue du dossier par l'État au plus haut niveau. Le déficit alimentaire relayé ces temps-ci dans la presse s'est également invité dans cette plénière. Sur ce point, l'État a reconnu que 6 localités sont en difficulté. 4 milliards de francs CFA sont mobilisés pour venir en aide aux populations. Cette situation a été la conséquence du retard de la pluviométrie dans ces parties du pays, a soutenu le gouvernement. Le gouvernement s'est aussi défendu sur la lancinante problématique des accidents de la route et l'équipement des sapeurs-pompiers. Le ministre de l'Intérieur a annoncé un programme de 26 milliards de francs CFA pour l'équipement de ce corps afin de réduire une partie des dégâts sur les routes nationales. Sur les questions liées à l'expulsion des pêcheurs sénégalais de la Mauritanie et le riz plastique, les ministres de la Pêche et du Commerce ont apporté des démentis formels sur l'existence de tels faits. La collégialité gouvernementale a prévalu également sur plusieurs thématiques d'actualité. Sur la santé, Augustin Tine, qui assure l'intérim du ministre de la Santé, a révélé de la tenue de plusieurs opérations de dépistage dans des villages de recasement. Ceci dû à une interpellation sur la recrudescence de la lèpre dans notre pays. Les perspectives électorales ont été prises en compte. Le fichier électoral et l'état de distribution des cartes ont été abordés. Des commissions supplémentaires au nombre de 1000 sont prévues pour accélérer la distribution. Le code de la presse a fait l'objet également de communication. À travers le ministre de tutelle, l'État a indiqué que le document est en phase de définition. Ce passage du gouvernement intervient à quelques semaines de la fin de la 12e législature. Nous restons à l'Assemblée nationale pour vous proposer quelques réactions à l'issue de ce face-à-face au micro de Ibrahim Ndong. Monsieur le Premier ministre a fini de convaincre l'ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais qui hésitaient encore pour savoir est-ce que réellement le Sénégal est sur la bonne voie pour son émergence. Sur le plan de la gestion de la gestion du plan Sénégal émergent, sur le plan de la stratégie mise en œuvre pour opérationnaliser cette vision du chef de l'État, mais sur le plan de la gestion des ressources naturelles qui sortent des terres, du ciel, de la mer, le Premier ministre a fini de convaincre qu'il est en phase avec le président de la République, Macky Sall. Ces questions ont le mérite de recouper les préoccupations des populations sénégalaises et ces questions sont également une démonstration de l'attention que les députés portent à l'opinion sénégalaise parce que véritablement nous nous sommes comportés en chambre de résonance des populations. C'est pourquoi je pense que les 13 questions posées, aussi bien par la majorité présidentielle, les indépendants que l'opposition, sont des questions qui véritablement méritent d'être posées. Et les réponses données par le Premier ministre, pour moi, dans le fond, on se mérite de montrer que le gouvernement va au-devant des événements pour ne pas les subir. Parce que qu'il s'agisse du pétrole, qu'il s'agisse des problèmes de protection civile, quand on a posé le problème du sous-équipement des sapeurs-pompiers, qu'il s'agisse de risques de famine ou d'insécurité alimentaire, qu'il s'agisse de la santé et de la réduction de la lèpre, les positions du gouvernement sont des positions qui rassurent parce que j'ai senti que le gouvernement s'est placé
en situation de contenir ces événements, quelle que soit leur nature, leur origine. C'est la 7e fois que le PM se présente à l'Assemblée nationale et les questions d'actualité ont été posées et des réponses précises et nettes ont été données par le PM et tous les membres du gouvernement. Est-ce que vous plaidez pour que le schéma soit reconduit pour la prochaine législature? Bien sûr, c'est un très bon schéma. C'est un très bon schéma qui arrange très bien la représentation et la population aussi. Dans l'actualité toujours, ces derniers jours, on a beaucoup parlé des épreuves de mathématiques du concours général session 2017. Selon l'Éducation nationale, il s'agissait moins d'une fuite que de la disponibilité d'un exercice sur l'Internet, ce qui pose l'équation des ressources virtuelles dans la préparation des évaluations et des cours. Comment enseigner à l'heure des réseaux de partage quand maîtres et élèves puisent à la même source? C'est une chronique signée Oumar Diawa. L'épreuve de mathématiques du concours général, sur laquelle souvent, même de bons élèves ne perdent pas trop d'encre, a fait couler beaucoup d'encre et de salive ces jours-ci. Une équation pour laquelle le ministre de l'Éducation nationale aura finalement au moins posé les termes et même proposé une solution, celle de la reprise purement et simplement. Dans cet exercice de remplacement, de recommencement serait plus exact puisqu'on est dans le champ des maths, il n'est pas sûr que tous les élèves aient le même bonheur que lors des épreuves de la première heure. Alors comme ça, c'est un professeur d'université qui a proposé un exo tiré à la virgule près d'annales dont le contenu a été versé sur le net. C'est trop facile, sûrement beaucoup plus facile que la résolution même de l'exercice en question. Le ministre préfère parler de négligence. Lorsqu'on est choisi pour proposer un sujet, ce qui est d'abord attendu de vous, c'est de faire l'effort de concevoir quelque chose d'original et de conforme au programme. À défaut de partir de rien, d'une feuille blanche, on peut s'inspirer d'un modèle qu'il sera nécessaire d'adapter sans le compliquer inutilement ou le dépouiller de sa substance. La conception de sujet est tout un art qui requiert connaissance, forcément, mais aussi expérience et exigence d'excellence. Plutôt que de se casser la tête, on profite des opportunités qu'offre l'ordinateur. Sauf que ces ressources sont open et donc accessibles à tous, aux élèves particulièrement qui en savent plus que leur maître sur ces TIC, généralement. Quand certains apprenants découvrent le site qui héberge tout le cours de monsieur ou de madame, ils s'amusent s'ils ne désertent pas tout bonnement la classe. Dans un contexte de partage des savoirs et des ressources pédagogiques, la préparation des enseignements et leur évaluation sont certes simplifiées, mais elles sont aussi autrement plus compliquées, car en un clic, l'élève peut porter la contradiction à un maître pas sûr de son fait. Et voilà l'Université virtuelle du Sénégal qui saisit bien cette opportunité qu'offre les TIC, 4,8 milliards pour construire et équiper 8 espaces numériques ouverts ENO. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le Fonds de développement des services du service donc universel des télécommunications ont signé une convention dans ce sens. La cérémonie a eu lieu ce matin. Compte rendu Anaïs Nyanyemane. Développer le numérique au niveau de l'Université virtuelle du Sénégal, c'est le credo du FD-SUT. Le Fonds de développement du service universel des télécommunications a signé une convention de financement destinée à la construction et à l'équipement des espaces numériques ouverts. J'ai le plaisir de vous annoncer solennellement que le Fonds de développement du service universel des télécommunications va apporter ce jour une subvention financière de 2,4 milliards de francs au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour la construction et l'équipement de 4 espaces numériques ouverts en 2017, soit de 600 millions par ENO et l'implémentation, notez bien, d'ici 2021 de 4 autres ENO, c'est-à-dire un ENO par an. Que ce soit pour moi un honneur, mais aussi un réel plaisir de me retrouver aux côtés de notre ami et frère, le ministre Mary Teuw Niane, pour signer un nouvel accord de partenariat liant le Fonds de développement du service universel des télécoms et le ministère de l'Enseignement supérieur. Partenariat qui a pour objet de contribuer à parfaire la nouvelle carte universitaire de notre pays.
Notre intervention consistera effectivement à financer l'érection d'espaces numériques ouverts au service de la formation de notre jeunesse. Eu égard à notre périmètre et à nos missions, le choix de l'UVS se justifie à plus d'un titre car il s'agit effectivement d'accompagner l'État dans sa politique de démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur grâce au numérique. Cet ambitieux projet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'étend sur 5 ans. À terme, 50 espaces numériques ouverts seront construits sur toute l'étendue du territoire national pour combler le gap numérique. L'ARTP et le FD Sud ont décidé, sans absolument aucune contrepartie, que celle imposée par la courtoisie et le devoir de reconnaissance, de financer la construction et l'équipement de 8 espaces numériques ouverts au Sénégal, comme vient de nous le dire le directeur général, dont 4 pour cette année, pour un montant total de 4 milliards 800 millions, dont 2 milliards 400 millions cette année. Je suis heureux de réaliser que des Sénégalais à la tête de structures nationales sont en mesure de faire bénéficier à notre système éducatif des ressources dont il a besoin pour faire face aux engagements imposés par la mise en œuvre des réformes en cours dans les différents ordres d'enseignement impulsés sous l'autorité de son Excellence, le Président de la République, M. Macky Sall. Monsieur le Directeur général de l'ARTP, Monsieur le Président du FD Sud, Mesdames et Messieurs, je tiens à insister sur la dimension et la portée de cet accord que nous allons signer. L'ARTP et le FD Sud font une libéralité à l'État du Sénégal pour la construction d'espaces numériques ouverts. Il est essentiel de souligner l'importance des montants en jeu, de rappeler la destination de ce don. La signature de ce protocole entre le FD Sud et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est suivie d'une remise symbolique d'un premier chèque de 2,4 milliards de francs CFA. Ainsi, le FD Sud veut placer l'UVS sur les rampes de l'émergence numérique en ce 17 mai, jour spécial pour le secteur des TIC. Partenariat entre Andy Diego et le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique à travers tout le pays. 1000 femmes seront formées dans plusieurs secteurs d'activité. Le budget de l'opération pour la construction, pour la contribution plutôt des femmes dans la marche du Sénégal vers l'émergence est estimé à 50 millions de francs CFA. Tierno Armadoussi. Andy Diego, une plateforme engagée pour l'émergence du Sénégal. Ces femmes déterminées ont un besoin, celui de la formation. À leur côté, un soutien de taille. Le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat fait intervenir le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique. Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, communément appelé 3FPT, a été créé par son Excellence M. Macky Sall, le Président de la République du Sénégal. C'est exactement en octobre 2014 qu'il a eu à créer ce fonds pour accompagner les braves femmes que vous êtes, pour accompagner nos entreprises, nos petites et moyennes entreprises, mais aussi pour accompagner les jeunes du Sénégal en quête de compétences pour avoir un emploi permanent et durable. La plateforme Andy Diego autour du PSE, vous avez choisi aujourd'hui l'essentiel. L'essentiel, c'est la formation. On peut tout vous reprendre, sauf votre savoir. On peut tout vous reprendre, sauf votre dignité. C'est la raison pour laquelle je vous félicite vivement et vous encourage à aller de l'avant dans cette quête du savoir. Transformation de produits halieutiques, des céréales locales et fruits locaux. Ces membres de Andy Diego seront formés dans plusieurs secteurs d'activité, une formation qui fera d'elles de véritables actrices de l'émergence. La plateforme œuvre pour l'autonomisation des femmes. Nous exprimons toute notre gratitude
à l'agence des 3FPT qui nous a accompagnés.